qu'il y avait ici des comptoirs de diamants, des comptoirs d'or, parce que Kisangani, c'est la charnière ouvrière entre l'Est et l'Ouest du pays. Donc c'est pour le contrôle de toutes ces richesses stratégiques que ces deux armées étrangères s'étaient battues dans la ville de Kisangani. Les Ougandais étaient à ma gauche. Ils avaient un comptoir là-bas qui s'appelait Victoria. Ils avaient pris possession de ce comptoir. Et les Rwandais étaient à droite. Et ici, c'était les carrefours. Et tout simplement, ils se sont affrontés. Et pendant ces 6 jours-là, 6200 bombes sont tombées dans la ville. Tout le monde voulait avoir le contrôle du diamant, parce qu'on avait les diamants, on avait des moyens pour faire la guerre, pour continuer la guerre, mais aussi pour piller naturellement. L'objectif était clair, c'était s'ouvrir la voie d'accès aux richesses du Congo sans formalité. Et pour preuve, nous avons aujourd'hui le Rwanda qui est devenu l'un des tout premiers exportateurs mondiaux des minerais dont sa géologie ne regorge pas. Le coltan, le cobalt, le niobium. C'est un pillage systématique des ressources du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. Si la guerre dure toujours depuis si longtemps, c'est parce que de groupes armés, mafieux, des rebelles, des militaires vident le Congo de ses richesses minières. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte ni fenêtre ni garde. Et donc, tout le monde entre et se sert. Et donc, je pense que ça peut être nos richesses, au lieu que ça nous serve, que ça nous donne la possibilité d'un développement harmonieux. Ces richesses ont été la source de notre malheur, de notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible. Questo computer è sporco di sangue, tutta la tecnologia che noi utilizziamo è sporca di sangue. E lo è perché i minerali che usiamo nella componentistica e nell'elettronica sono estratti in paesi di guerra, dove, come abbiamo detto, finanziano abusi dei diritti umani, uccisioni... Merci encore, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui dans ce cadre de cette conférence débat autour de questions aussi importantes à la faculté de droit de l'UCL et avec le centre placé. Comme vous le savez, notre sujet porte sur des enjeux importants et sur l'importance, a aussi une importance critique aujourd'hui. Il s'agit de l'impact de l'exploitation des ressources stratégiques sur la stabilité régionale dans la région des Grands Lacs. Cette question, comme vous le savez, touche à des aspects fondamentaux du droit international, des droits humains, du droit environnemental, et aussi, cela pose des questions de gouvernance mondiale. Pour la première partie, je voulais parler de l'idée que la région des Grands Lacs est dotée de beaucoup de richesses. Il y en a qui parlent des scandales géologiques, il y en a qui parlent de malédiction minérale, mais ce n'est pas le cas.
Cette région est dotée de ces ressources exceptionnelles, cruciales pour l'économie mondiale, notamment pour la production de technologies vertes et aussi pour la consommation. Toutefois, cette abondance des ressources a également un impact malheureux sur la paix dans la région. Donc, cela est source de conflits dans la région et cela révèle encore les complicités du droit international et cela démontre les limites aussi des gouvernances locales, régionales et même internationales. L'exploitation minière dans cette région est souvent marquée par des violations graves des droits humains, incluant ainsi le travail des enfants, le travail forcé, l'exploitation des femmes et des atteintes à la dignité des communautés locales. Ces pratiques sont exacerbées par une certaine impunité parce que les acteurs ne semblent pas être inquiétés par le droit et par les mécanismes juridiques qui existent. Et cette question pose un défi majeur, non seulement des justices internationales, mais aussi une question ou des défis majeurs des droits humanitaires. L'extraction des minerais stratégiques a beaucoup de conséquences désastreuses sur l'environnement et aussi, nous voyons de plus en plus la déforestation se dessiner. Nous, il y a aussi la pollution et la perte de la biodiversité. On voit aussi un impact sur le changement climatique et les inondations actuelles sont le résultat de cet extractivisme qui malheureusement se poursuit. Alors ces impacts soulèvent des questions urgentes, non seulement des droits environnementaux, mais aussi des responsabilités internationales. Et cela nous oblige de repenser le cadre réglementaire qui régisse les exploitations minières. Il y a par exemple au Congo un nouveau code minier, mais qui regorge encore des limites et qui, non seulement les parties les plus progressistes ne sont pas d'application, mais aussi toutes les normes n'ont pas été faites pour protéger les intérêts des communautés locales. Alors, en rapport avec ce conflit toujours qui est lié aux minerais dans la région des Grands Lacs, ce conflit met en lumière des limites de toutes les résolutions sur la construction de la paix actuelle. Nous avons vu plusieurs accords, on parle des accords de Lusaka, des accords de Sun City, une ribambelle d'accords, il y a la CIRGL et consorts, qui semblent tous les accords semblent patiner. Alors, cela souligne l'importance cruciale de développer encore des approches beaucoup plus holistiques et innovantes en matière de justice, non seulement de justice traditionnelle, mais aussi de réconciliation et de gouvernance durable. Alors, quelles sont les propositions d'avenir? Premièrement, il faut renforcer la gouvernance régionale et internationale. Il est impératif de renforcer les mécanismes de gouvernance pour assurer une exploitation responsable et renforcer ainsi une exploitation équitable des ressources naturelles afin que non seulement les États puissent tirer parti, mais puissent tirer parti et puissent être soumis à des normes, mais aussi il y a aussi la place importante qui est accordée aux organisations internationales et aux acteurs étatiques, qui doit être aussi valorisée. Deuxièmement, il y a le problème d'application des principes du droit international. Les principes de justice, d'équité et de respect des droits humains doivent être au cœur des politiques en matière minière. Et cela traîne toujours. Nous avons bien sûr eu quelques avancées. Nous avons suivi avec l'intervention de Marie Arena à l'Union européenne,
qui évoque la loi Dodd-Frank aux États-Unis, qui montre un peu qu'il est possible de faire certaines choses en rapport avec ça. Et cela nous montre combien le droit international doit être aussi reboosté et doit être au service des droits humains. Et toute exploitation des ressources naturelles doit être soumise au principe non seulement des droits internationaux, mais aussi doit respecter les droits humains dans toute la chaîne de valeur. Un pas a été franchi avec l'adoption de la loi Dodd-Frank aux États-Unis. La loi oblige les entreprises américaines à fournir des informations détaillées en matière des minerais des conflits, et ce pour rompre le lien entre l'exploitation sauvage de ceux-ci et les conflits. Que vaut la vie d'un Congolais ? Parce qu'on a un peu l'impression que pour avoir accès au coltan, pour avoir accès à l'or, on est prêt à tout en Europe. Parfois de manière inconsciente, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne le savent pas, mais souvent de manière tout à fait consciente et hypocrite. Il suffit de regarder les votes au Parlement européen quand on a eu la législation sur les minerais et sur l'obligation d'une entreprise d'assumer des responsabilités dans la chaîne d'approvisionnement. Ben vous avez une majorité très faible qui s'est jouée à 3 voix près sur 750 députés. Donc on a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Troisièmement, pour promouvoir la responsabilité des entreprises. Les entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, comme je viens de le dire, des minerais, doivent être tenues responsables de leur impact, non seulement sociaux, mais aussi des impacts environnementaux. Et cela à travers, bien sûr, des cadres légaux qui doivent être clarifiés, renforcés, et il doit y avoir des initiatives de diligence internationale qui doivent devenir de plus en plus contraignantes, parce que jusque-là, ces initiatives sont d'ordre indicatif ou sont des directives, mais il faut des lois et des lois avec des sanctions en cas de non-application de ces lois. Quatrièmement, il y a l'engagement des communautés locales. Les communautés affectées par l'extractivisme, l'exploitation des ressources naturelles, doivent être impliquées dans le processus décisionnel, lié, bien sûr, qui garantissent non seulement leurs droits, que leur part des bénéfices soient rendus, mais aussi, cela doit aussi rassurer que l'exploitation minière le revienne, comment je vais dire, que les bénéfices de l'exploitation minière leur reviennent et de manière équitable. Donc, les bénéfices ou les gains, là, je fais allusion aux GAFA, par exemple, aux grands du monde qui deviennent de plus en plus riches, malheureusement, au détriment des communautés locales où il y a encore des personnes de plus en plus pauvres. Et il doit y avoir un équilibre. Les grands de la tech, les GAFA, les grandes entreprises qui utilisent les ressources naturelles doivent être justement justement taxés afin que les communautés locales puissent se retrouver. En conclusion, la région des Grands Lacs est, nous avons vu, confrontée à un dilemme qui est fondamental à mon avis. Alors, comment exploiter les ressources de la terre? Comment exploiter les ressources de notre maison commune, qui est la terre, qui est le monde, pour notre développement, pour notre bien-être? Comment exploiter cela en respectant les droits des populations locales et l'intégrité de notre environnement? Comment l'exploiter en y tirant profit d'une part et de l'autre en protégeant pour les générations à venir? C'est le grand défi qui nous guette. Et en tant que juriste, en tant que chercheur, en tant que citoyen du monde, citoyen visionnaire, nous avons un devoir d'apporter des réponses à ces questions. Et à travers des dialogues tels que ceci, et je remercie le Centre Placé pour avoir ouvert ces débats, que nous devrions continuer en principe, et par, bien sûr, la recherche et l'action, tous cela doivent contribuer afin qu'on puisse trouver des solutions, et à travers des débats qui sont ouverts. Alors, cette conférence débat
représente une étape importante dans ce processus, bien sûr, de recherche des solutions idoines. Et j'espère que ceci va inspirer beaucoup de réflexions et beaucoup d'actions concrètes dans l'avenir. Donc, je reviendrai s'il y a besoin dans des questions, mais voilà un peu ma petite contribution pour ce soir. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais régler d'abord le micro et vous excuserez ma voix qui est un peu entamée par la fatigue, une semaine bien chargée. Donc je suis, comme l'a si bien dit Déborah, doctorant au sein de l'Institut Langage et Communication, ici à l'Université catholique de Louvain. Je suis également assistant à la faculté des sciences sociales de l'Université catholique de Bukavu, qui est ma ville natale. Et donc quand on parle du Congo, quand on parle de Bukavu, des conflits, des minerais et tout ce qui s'y passe, je suis quelque part parmi les enfants qui ont connu la guerre en 1996 et donc qui ont grandi dans tous ces climats d'insécurité et qui s'en sont sortis et qui peuvent témoigner par leurs paroles ou en faisant recours aux images, aux supports qui sont développés autant au niveau local qu'au niveau international. Et parce qu'il s'agit bien d'informer, je proposais d'échanger ce soir sur un élément qui paraît un peu plus habituel, pratique, la vidéo, l'image, mais dont parfois nous ne savons pas l'importance dans les systèmes d'information par rapport à tout ce qui est écrit, par rapport à tout ce qui est son. Et c'est pour ça que ma présentation de ce soir porte sur la vidéo, donc informer à travers la vidéo sur les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Et pourquoi la vidéo? Comme je le disais tantôt, en communication et en information, la photo c'est bien, l'écrit c'est bien, on peut le dire, mais la vidéo, le réel, parfois c'est mieux. C'est mieux qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut entendre, parce que c'est l'un des outils qui offre l'avantage de capter l'attention du public de manière assez unique, ou de confronter le public au réel, de transmettre des informations en sollicitant nos yeux, nos oreilles, ce qui est un peu plus particulier parce qu'à travers nos yeux et nos oreilles, tous les autres sens peuvent être touchés facilement, peuvent être mobilisés. Et c'est ça en fait la particularité de ces moyens d'information qu'est la vidéo. Alors, sur le plan de droit, on ne l'a pas dit tantôt, mais je suis également juriste et à la faculté de droit, il y a des droits qui font toujours l'actualité dans, disons, l'histoire du Congo ou tous les événements qui se déroulent au Congo, c'est le droit à l'information, l'accès à l'information. Je ne veux pas revenir sur toutes les dispositions légales, internationales, que ce soit des conventions, des traités, des lois, qui reconnaissent ces droits qui est tout à fait naturel que d'accéder à l'information. Et à travers la vidéo, c'est bien sûr ce droit à l'information qui est sollicité sur l'histoire du Congo, mais également le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion également, le droit de diffuser ses opinions sur les supports de toutes sortes. Et donc pendant les échanges, on devra naturellement nous tolérer sur nos opinions, pour autant qu'elles ne blessent pas tout ce qu'il y a comme garantie légale, l'ordre public, le droit des tiers, la dignité humaine, allais-je dire. Et donc, c'est du droit à l'information dont nous parlons, mais en passant par la vidéo qui est un autre moyen aussi efficace de communication. Et donc, ce rôle crucial dans la sensibilisation et l'information sur les crimes, je l'ai un peu abordé en quelques lignes par rapport à ce rôle joué par la vidéo, l'impact émotionnel et visuel. Parce que ça permet justement de capturer des images et des témoignages qui ont un impact visuel et émotionnel
puissant pour les spectateurs. Ça permet d'illustrer l'ampleur et la gravité des violations des droits humains. Une scène de crime, par exemple, avec des images en mouvement, est différente d'une photo. Parce qu'en fait, quand on voit en face d'une photo, on ne voit pas le sang couler, par exemple. Mais sur une image, on sait imaginer l'ampleur des dégâts. L'authenticité et la crédibilité. Parce que la preuve visuelle en appuie au récit, aux témoignages, aux divers rapports établis, ainsi qu'au constat judiciaire, est toujours importante. Mais là, il y a un bémol, parce qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de tout ce qu'il y a comme falsification des faits, on doit rester aux aguets par rapport au deepfake, parce que pour certains qui connaissent le deepfake, ce sont des images en fait qui sont manipulées volontairement, de manière à transformer par exemple le visage de Déborah et le placer sur mon visage, et avec le même accoutrement, on dirait justement que c'est Déborah qui parle, alors que forcément c'est quelqu'un qui a manipulé juste pour désinformer ou parfois pour blaguer, mais il y a des conséquences qui sont indirectes à cela. Et donc c'est un élément qui permet un peu d'atténuer un peu la dimension authenticité et crédibilité qui a tout son sens d'ailleurs. L'intérêt rapide et la portée mondiale par rapport à l'image, ça on sait le dire. Donc grâce aux médias, la télé, grâce aux réseaux sociaux actuellement, à l'Internet et au développement de tous ces outils technologiques, il est possible alors de filmer. J'illustre également par des cas qui sont directs. L'image que M. Higg est en train de filmer, c'est une image qui va voyager. Donc d'ici le lendemain, quand l'image sera postée sur les réseaux sociaux du Centre Placette, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'à Pretoria, jusqu'à Hong Kong, on pourra nous suivre. Et donc c'est ça l'ampleur en fait qu'offre la vidéo par rapport à une photo qui n'aura pas ces mêmes intérêts où les gens partagent directement, même si on ne va pas réduire la photo à un moindre impact, mais la vidéo a beaucoup plus d'effets et de portée. Et également, il faut compter sur les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes utilisent plus les réseaux sociaux. Et avec la course aux j'aime et au partage, c'est direct que ça part. L'aide à la justice également en matière de preuves, en matière d'administration des preuves. La vidéo offre ce qu'on peut qualifier d'un regard à 360 degrés. Un son, plusieurs images, des acteurs et des lieux qu'on peut identifier également en parlant de preuves. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que je souhaite mettre en lien l'importance de la vidéo à l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, bien évidemment, parce qu'en fait ça nous prendra une autre journée d'échange si on s'est dit qu'on va ne fût-ce qu'interpréter l'ordre des drapeaux. Ce n'est pas uniquement pour l'esthétique, mais c'est pour montrer toutes les étapes à travers lesquelles ce beau pays est passé pour arriver à la République démocratique du Congo, du Royaume Congo. Nous sommes en 1390 jusqu'à 1885, à la République démocratique du Congo. Et il faut savoir qu'il y a une version d'abord de 1960 à 1971. Pourquoi? Parce que c'est juste peu avant l'avènement du Zaïre, du fameux Zaïre. Et la République, la même appellation qui revient entre 1997 et maintenant, et je l'espère pour l'avenir. En passant par quoi? Par l'Association internationale africaine, en 1876 jusqu'en 1885. 1885 à 1908, c'est l'État indépendant du Congo. Et donc là, nous sommes sous le règne du roi Léopold II. Et après le Congo belge, 1908, 1960. Et tout naturellement les Zaïre dont je parlais entre 1971 et 1997. Vous voyez avec moi que c'est une très longue histoire. Et l'histoire des conflits armés en République démocratique du Congo ne peut pas être déliée de toutes ces appellations, toutes ces périodes que je viens d'illustrer. Même si nous allons considérer uniquement une période qui est assez couverte par la documentation visuelle.
Parce qu'en fait, les conflits armés internes et internationalisés, parce qu'en fait, initialement, c'était d'abord des Congolais entre eux et après des États voisins qui sont soit invités, soit qui s'invitent. On ne va pas citer les casques bleus des Nations Unies qui sont venus tempérer le mouvement des groupes rebelles, des milliers de milices ou des centaines de milices qui pullulent partout en République démocratique du Congo. Et donc, quelques éléments de rappel, c'est déjà 1994, avec l'afflux massif des réfugiés rwandais qui fuient les génocides et d'autres qui fuient après avoir commis les génocides et qui prennent place à l'est de la République démocratique du Congo. 1996, une autre date assez particulière, c'est l'invasion du Zaïre par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. 1998 à 2002, c'est la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie. Et après, il y a d'autres crises qui se suivent, notamment dans l'Ituri, des milices d'autodéfense qui se forment pour essayer de contrer le mouvement rebelle et l'armée régulière qui s'invite dans la partie assez souvent. 2009, le Congrès national pour la défense du peuple, le fameux CNDP de Laurent Nkunda, donc c'est de 2006 à 2009. Ça ne s'arrête pas par là, parce qu'il y a les ADF qui ont dans l'entretemps fui l'Ouganda pour s'installer aussi dans l'est du Congo. Et le M23, alors qui se réinvite parce que, disons, les anciens dépendants ou les alliés de Laurent Nkunda n'étaient pas satisfaits de leur traitement dans les camps où ils étaient cantonnés, en Ouganda et au Rwanda. Et donc, maintenant, on parle même des Wazalendo, un autre mouvement d'autodéfense qui anime plus l'actualité. Et donc tout ça, ça démontre à suffisance combien il y a des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les rapports mapping des Nations Unies couvrent uniquement la partie entre 1993 et 2003. Et donc tout ce qu'on a nommé comme groupes armés, tout ce qu'on a nommé comme conflits armés, ont des victimes, ont des faits qui peut-être ne sont pas suffisamment couverts ou peut-être sont couverts, mais des gens qui attendent justice. Alors, il y a des statistiques, ça ne vient pas de moi, j'ai consulté le site de l'IRC, International Rescue Committee, et les Nations Unies également. On parle de 18 millions de morts dans des statistiques qui sont non officielles, mais on parle également de 5,4 millions selon l'IRC, et ça c'est uniquement en 2022. Donc ce n'est pas un tout récent rapport. Et on parle surtout de 200 000 femmes violées depuis 1998. Donc c'est assez étrange comme élément. Et donc à travers ces éléments, il y a des gens qu'on appelle des journalistes alors qui s'invitent, qui viennent documenter, qui viennent prendre des images, qui viennent filmer. Le but n'est pas de louer les crimes ou de mettre en lumière la misère du peuple, mais c'est de témoigner, de garder dans le temps ces images, ces horreurs en fait que la population subit et que la nature même subit, parce qu'il y a un lien direct avec le développement que Christian fera tout à l'heure au sujet des minerais. Et donc voilà en fait où est le lien entre tout ce que je viens de parler à partir des vidéos et des conflits et de l'existant actuel. Parce qu'en fait, l'idée initiale, comme l'a dit Déborah, c'était de parler uniquement de l'empire du silence. Mais dans l'entretemps, il y a eu des polémiques sur ces films de Thierry Michel. Il y a un procès. En droit, on ne doit pas commenter sur des procès qui sont en cours. Donc il y a un procès en cours au sujet d'un éventuel plagiat d'un autre film produit par un Congolais. Et ces questionnements nous a amenés à nous dire, mais est-ce qu'on doit limiter l'exercice du droit à l'information aux seuls nationaux et ne pas peut-être accorder aux étrangers, aux internationaux de travailler sur des faits aussi graves que sont les crimes sur le Congo? Alors on s'est dit, on se fixe, on peut discuter sur l'empire du silence, mais on met en lumière
tous les autres films, toutes les autres productions visuelles qui, dans l'entretemps, existent et qui peuvent aider davantage le public à comprendre qu'est-ce qui se passe pendant les conflits armés. Et donc c'est par là que je vais vous proposer un extrait de filmographie. Voilà, nous y sommes. Il y a des vidéos justement pour s'informer et pour sensibiliser sur les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Et donc, il n'y a pas que Thierry Michel, il n'y a pas que les films de La Passerelle qui ont fait un travail de titan, il y a bien sûr d'autres. Et tous ces éléments, tous ces acteurs contribuent à rendre accessible l'information sur les violations des droits humains. J'ai fait un extrait sur les films produits au niveau national. Il y a Congo en 4 actes de Diédo Amadi qui est de Kisangani, donc produit en 2010. Il y a Nyota, l'épopée d'une fille violée, que j'ai découvert en travaillant sur ces documents. C'est un film qui date de 2012, produit à Bukavu, où on essaie de mettre en place une histoire réelle, basée sur des faits réels, pour montrer comment une fille a subi les violences sexuelles et comment elle a été prise en charge. Et dans le même film qui est disponible en accès libre sur YouTube, on voit intervenir le docteur Mukwege, sauf que là, il ne s'agit pas d'un film documentaire, c'est vraiment un autre format où on fait intervenir les acteurs qui n'ont pas de lien direct avec les faits. Congo, les silences des crimes oubliés, c'est l'autre documentaire dont j'ai fait tantôt les liens avec l'Empire du silence, donc c'est un réalisateur également congolais, et Maman Colonel. Une petite histoire derrière Maman Colonel, c'est un film qui relate la vie d'une dame, colonel Honorine, qui a vécu dans ma ville, et donc j'ai eu non pas le plaisir de la rencontrer un jour, mais on en a entendu parler tous les jours à la radio, et je pense que juste entendre parler de cette colonelle, vous prévenez, vous mettez en garde en face des bêtises que vous auriez peut-être voulu commettre. Et c'est la dame qui poursuivait les violeurs des fillettes et tous ceux qui s'amusaient à commettre des harcèlements sexuels et tout ce qui avait trait aux violences liées aux mineurs. Elle était derrière eux. Et alors, à un moment, elle est mutée à Kisangani, c'est au nord, disons au nord-est du Congo. Et c'est là que le réalisateur Diédo Amadi met le focus sur cette dame qui essaie de combattre les mêmes crimes, les mêmes actes odieux à Kisangani. Et donc ça relate un peu son aventure, disons de Bukavu à Kisangani, qui met en lumière un peu l'action des acteurs locaux. Je rappelle qu'elle était colonel dans la police et non pas dans l'armée. Il y a En route pour les milliards, toujours de Diédo Amadi, au cœur des inégalités en zone minière, d'Ernest Moero, qui est journaliste à Bukavu. La particularité de ces documentaires, qui est à sa première partie, donc il attend publier la seconde partie, porte sur l'exploitation minière, mais Ernest, avec la commission diocésaine de Bukavu, essaye de relater la vie des personnes qui dépendaient jadis des terres occupées actuellement par l'entreprise minière, qui a promis des concessions foncières où on installe les habitants, mais les maisons ne sont pas de très bonne qualité. Donc, il va palper la réalité que vivent ces personnes à qui il avait été promis des miracles, mais finalement, les minerais deviennent une malédiction pour leurs enfants et pour toute la progéniture, et même pour la nature. Il y a les reliquats du Kivu de Claude Barizira et Abdel Malik, il y a Lobby et Kosimba, donc autant de documents. Je pense qu'après cette expérience, je pourrais me mettre à actualiser chaque fois ces documents et on pourra l'utiliser peut-être bien à d'autres échéances l'année prochaine. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger directement ces documents que j'ai mis en ligne. Et si vous voulez approfondir des connaissances là-dessus davantage,
vous informer, pas approfondir des connaissances juridiques, mais apprendre ce qui se passe. Il y aura soit les synopsis ou les résumés de ces films, ou soit les films entiers qui vous sera proposé en ligne. Sur le plan international, c'est là où il y a plus de production en fait. Je me suis rendu compte qu'au niveau local, il n'y a pas assez de films, pendant que c'est là qu'on vit l'actualité des graves violations des droits humains. J'y reviendrai pour conclure. Mais c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois Thierry Michel en 1999 avec son fameux Mobutu, roi d'Isaïr, qui a bercé notre enfance en fait. Parce que pour connaître Mobutu, pour nous autres qui sommes de la génération 1990, il a fallu suivre les films de Thierry Michel et y associer alors tout ce qui était raconté sur les fameux dictateurs, parce que la crise du Congo démarre à partir de 1994-93, pendant qu'il était encore président. Il y a Congo River qui parle du fleuve, du majestueux fleuve Congo, mais tout autour de la vie ou de l'impact des conflits sur les populations qui habitent les rivages du fleuve Congo. Mémoire du Congo-Zaïre, fragment inédit. Là, il y a une collection de 6 DVD. Donc, vous aurez à lire les synopsis, mais pour ceux qui le souhaitent, pourront approfondir en allant suivre également ces films. L'affaire Tchébé, c'est toujours Thierry Michel. Donc, en fait, si on devrait attribuer un trophée, c'est lui qui a plus de films sur le Congo à titre de réalisateur. L'affaire Tchébéa, où un défenseur des droits humains est assassiné à Kinshasa. Mais quel est le lien? Parce qu'en fait, il essaie de montrer que sur la scène politique, il y a des acteurs qui ont joué d'autres rôles dans des conflits à l'est du Congo, mais qui se retrouvent à Kinshasa, et donc il est parfois impossible d'aller les rechercher pour les sanctionner parce qu'ils sont tout puissants. Donc c'est la particularité, même s'il s'agissait d'un défenseur des droits humains. Combattante du Nord Kivu, l'impossible destin, il y a L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, qui relate l'œuvre du docteur Mukwege, toute son action autour des soins apportés aux femmes victimes de violences sexuelles. Il y a This is Congo, Congo Lucha, qui explique en fait comment les jeunes se sont organisés en mouvement citoyen pour non seulement promouvoir les droits de l'homme, mais aussi pour dénoncer les abus à Goma et dans la région de l'Est. La liste est relativement longue. Il y a d'autres films, Les disparus du Congo, donc ce n'est pas vraiment une sélection exhaustive, mais vous verrez qu'il y a des éléments qui reviennent toujours sur les mêmes faits et qui offrent davantage de possibilités pour apprendre sur la guerre au Congo. En bas des listes, il y a Cobalt Rush, qui a été coproduit ou co-réalisé par l'un de nos collègues à l'Université catholique de Bukavu, c'est le professeur Bossissi Nkuba, qui met également en lumière les liens entre l'exploitation minière, les conflits, jusqu'à la production des téléphones portables ou de tout le matériel informatique ou technologique qui utilise les minerais du Congo. Et donc, on a tous ces outils qui renseignent sur l'histoire du Congo et qui me donnent justement raison que la vidéo est importante, parce qu'en fait, il y a des articles, j'imagine qu'il y a des articles qui ont paru en 1996 sur la guerre du Congo, mais maintenant, si vous allez rechercher dans les archives, c'est possible que vous ne puissiez rien retrouver. Il y a des émissions qui ont été, disons, diffusées dans des radios, mais vous ne les verrez pas. Mais la vidéo a cette particularité de traverser le temps et d'informer davantage, et alors à nous d'en tirer profit si on veut s'informer sur la question du Congo. Un mot pour la fin. On a parlé de l'accès à l'information qui est le socle de la justice sociale. À travers les films, que ce soit la version documentaire, la fiction, les journalistes et vidéastes jouent ce rôle qu'est d'informer.
mais le devoir d'informer ou de diffuser ses opinions sur les violations des droits humains en RDC, notamment par la vidéo, fait encore face à de nombreux défis. Ces défis sont multiples. Comme je le disais tantôt, les faits sont clairs. On a remarqué que pour une recherche sur 3 ou 4 jours comme ça, j'ai retrouvé plus de 20 films, plus de 20 vidéos, films documentaires confondus, produits par des réalisateurs internationaux. Mais en RDC, je n'ai pas réussi à avoir 10 produits par des réalisateurs locaux. Et c'est là que je parle du défi technique, par exemple, et financier. Parce qu'en fait, en échangeant avec l'un des producteurs, il m'a expliqué que ce n'est pas parce que le journaliste ne veut pas informer, mais parce qu'il est confronté à plusieurs difficultés par rapport au matériel, par rapport à la technicité déjà, à l'art de réaliser les films. Les faibles taux de production des outils documentaires est également en lien avec la censure, parce qu'en fait, la liberté d'information ne se porte pas bien dans certaines zones du Congo. Et donc, il y a des journalistes qui ne risquent pas de travailler sur ce genre d'outils en craignant peut-être pour leurs dépendants ou pour eux-mêmes. Et donc, c'est cette censure que nous sommes tentés également de cibler dans tout ce qu'il y a comme polémique sur les narratifs. Donc, il y en a qui pensent que seuls les journalistes locaux peuvent raconter l'histoire du Congo ou peuvent travailler sur les vidéos, au détriment des internationaux qui viendraient peut-être avec une touche néocolonialiste, alors qu'il n'y a pas à mettre un lien entre les deux. Ça fait que il y a des critiques, ça fait que peut-être parfois certaines œuvres ne sont pas vulgarisées à la base, ou peut-être à l'international aussi, parce qu'en fait on n'y accorde pas assez d'intérêt vu que ça vient d'ailleurs. Pourtant c'est un devoir qui doit primer, qui doit avoir tout son sens, allais-je dire. L'humanité doit connaître les faits, aider à dénoncer les injustices et collaborer pour qu'advienne une paix durable fondée sur la justice, la vérité, la réparation pour les victimes et la réconciliation. Parce qu'on ne fait pas des films uniquement pour divertir, mais aussi pour éduquer, pour sensibiliser sur des questions de paix, de vérité, de réparation, et rendre la cohabitation entre les peuples ennemis dans le temps possible dans l'avenir. Et donc, il faut connaître pour agir, parce que ça veut dire qu'il faut, quand on connaît les faits, on sait dénoncer, on sait protéger les droits fondamentaux, et tous ces défis à la fois liés au droit à l'information, aux difficultés de réaliser des films au niveau local peuvent être relevés par des acteurs autant externes qu'internes. C'est là que je vais conclure ma présentation, mais en vous proposant également, si vous le pouvez, de scanner ce QR code qui vous permettra d'avoir ces documents et de l'exploiter après. Si vous ne le pouvez pas, vous pourrez demander au Centre Placette de vous l'envoyer et on pourra peut-être échanger davantage, soit ici, soit ailleurs dans le couloir à l'UC Louvain ou au Centre Placette. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que mon béret ne vous indispose pas. Je cache un peu ma calvitie. Je crois que vous avez compris pourquoi je le mets ce soir. C'est pour que je sois beau. Bien sûr, c'est moi sur la photo. Et là, je suis à Luinja, c'est au site Kivu, dans un site minier illégal. C'est une concession du Banro, mais les communautés locales y exploitent de l'or. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je suis au niveau de laverie. Je suis en train de laver le poussière pour essayer de retirer le minerai.
Donc c'est encore la 3e ou 4e étape. Donc la première étape, c'est l'extraction, c'est dans le puits. On enlève, c'est souvent des pierres, on les transporte, on les concasse, et après on l'amène à ce niveau ici, on creuse en sorte de puits. Et là, c'est souvent des femmes qui puisent de l'eau. Vous voyez, il y a des bidons derrière. Bidon, c'est clair? Je ne sais pas si c'est un concept aussi. Un bidon. Récipient au bidon avec de 20 litres. Et là, moi, j'étais en train d'essayer aussi de laver un peu. Mais je n'ai pas pu résister parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et après, il y a d'autres étapes pour arriver. Donc, ils ont fini vers 21h et ils n'ont pas eu même un. Je ne sais pas comment, David, comment on appelle un carré? Non, juste un. Non, pas même un lingot, juste de petites missions, mais il fallait voir le travail, c'était toute la journée. Et voilà. Je me suis dit, il faut quitter les positivismes. Ça signifie, pour nous les juristes, nous avons un présupposé que le droit, c'est ce qui est dans les tests. Et cela est au-delà de tout ce qui aurait comme norme. C'est notre présupposé. Parfois, ça nous empêche de voir d'autres réalités ou d'autres normes qui pourraient concurrencer le droit. Et là, j'étais en train de répondre à une question. Est-il possible que les exploitants artisanaux de mines souscrivent à une assurance de groupe? L'enjeu, c'est lequel? Les exploitants artisanaux de mines sont obligés de se réunir au sein d'une coopérative. Et à ce titre, ils ne sont pas sous le statut de travailleurs pour bénéficier de la sécurité sociale. Alors, l'assurance de groupe offre les mêmes prestations que la sécurité sociale. Alors, ma réflexion était de voir si on pourrait l'exploiter pour combler ces vides juridiques qui existent. Et ma question était, je suis allé poser des questions aux concernés et j'étais surpris parce qu'ils m'ont dit, oui, ils sont prêts à payer. Mais avant, je ne croyais pas, mais j'étais étonné. Ils disent, nous sommes prêts, mais à des conditions différentes. Voilà, c'est une autre recherche que j'ai publiée il y a 2 ans, je pense. Si vous avez le temps, c'est intéressant de le lire, parce que c'est un business, je vous assure, que vous pouvez exploiter. Il y a, la République démocratique du Congo a libéralisé le secteur des assurances en 2015. Donc, il y a à peine 4 ou 5 compagnies d'assurance. Il faut aller exploiter, surtout les gens qui me suivront après en ligne. C'est un business. C'est vrai, il y a beaucoup d'écrits qui démontrent qu'il y a des risques, mais rassurez-vous que ces risques n'arrivent pas aussi chaque jour. Et même votre assurance pourrait contribuer à limiter ces risques. Voilà. Donc c'est important de voir de ce sens. Ce soir, je vais tenter, pour autant que faire se peut, de répondre à une question. Et si les victimes des conflits armés au Congo réclamaient réparation aux entreprises minières moins diligentes? Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin... Je suis d'accord avec le docteur Denis Mukwege sur la description qu'il ose de faire du concept minerai de conflit. Je crois que vous l'avez bien compris.
et sur la nécessité de la paix. Mais il n'y a pas de paix sans justice. Nous connaissons tous ces slogans. Et parlant de la justice, nous sommes obligés d'évoquer les normes. Parce que la justice s'est construite autour et avec des normes. En 2021, l'Union européenne a adopté un règlement sur le minerai des conflits. Et rassurez-vous que ce n'est pas seulement au niveau de l'Union européenne qu'on a ces genres de normes. L'ONU a adopté des normes du genre, les États-Unis, et très proche de la République démocratique du Congo, j'ai cité la CIRGL, conférence internationale, je crois, de la région des Grands Lacs. C'est une organisation internationale de coopération. Ça n'a pas réellement d'existence légale comme l'Union européenne, mais ça permet la coopération au sein des Grands Lacs. Donc ça réunit au moins 12 États plutôt, entre autres la RDC et le Rwanda. Et à ce niveau-là, on a adopté aussi plusieurs initiatives pour faire face aux minéraux des sangs ou des minéraux de conflit. Ce qui est curieux, cette conférence CIRGL prévoyait que des États membres intègrent au sein de leurs droits les différentes mesures qu'ils avaient adoptées. Entre autres, un mécanisme de certification. Je vais expliquer après qu'est-ce que la certification. Et la RDC, c'était en 2012, a pris cet arrêté. En juriste, je dirais c'est une révolution. Parce que là, nous sommes en 2012, s'il vous plaît, et la RDC adopte un test du genre. Actuellement, le débat est encore en cours sur le devoir de diligence, de vigilance. Mais déjà en 2012, la RDC a pris cet arrêté. Et parmi les dispositions de cet arrêté, il y a cet article 8 qui va nous intéresser ce soir. Cet article porte sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. En l'entame de cette activité, nous avons suivi une petite vidéo sur les chaînes d'approvisionnement. En principe, à partir de cette date-là, 2012, tout intervenant de la chaîne qu'on a décrite au début est soumis à l'obligation d'exercer un devoir de diligence en vue d'éviter à contribuer aux violations des droits humains ou à des conflits en RDC. Et pour ce faire, la RDC a obligé à ses intervenants d'intégrer au sein de leur système de gestion des risques les guides de l'OCDE. Une autre révolution, désormais, les guides de l'OCDE en RDC n'est pas facultatif. Je reprends. Désormais, en RDC, c'est référé à ces guides qu'on projette là, n'est pas volontaire et obligatoire. C'est la conséquence de cet article. Les autres États n'ont pas suivi le pas, parce que ces mesures, c'est au niveau de la CIRGL qui se sont dit, alors adoptons telle mesure. C'était 6 outils, mais les autres n'ont pas suivi le pas. Avant de venir ici, j'ai encore vérifié. Je trouvais que le Rwanda a adopté aussi un test, mais une instruction ministérielle qui reprend d'autres mesures de la CIRGL, sauf cet article sur le devoir de diligence. Parce que, comme je vous le disais, c'est une révolution. Nous sommes en 2012, s'il vous plaît. Ce débat n'existait pas encore, je pense, au niveau de l'Union européenne, où ce n'était pas encore brillant. Et c'est là ma question trouve son fondement. Parce que je demande ce que les victimes alors de ce conflit pourraient aussi
demander réparation auprès des entreprises. Nous savons tous, quand on parle de minerais décents, il ne s'agit pas de prime abord des États. C'est des entreprises. C'est le concept des puissances privées. Et je vais vous suggérer quelques éléments de réponse en 4 temps. Premièrement, quelles sont ces entreprises concernées? Et quels sont ces risques ou atteintes aux droits humains ou soutien en direct ou indirect au conflit armé qui est concerné? Et quel serait le contenu de ces devoirs de diligence? Et enfin, je vais conclure sur la portée de la responsabilité des entreprises qui violeraient ces devoirs de diligence. Avant de donner mes réponses, je reviens. Le fait qu'un test juridique contraignant impose l'exercice du devoir de diligence à l'aune du guide de l'OCDE, l'entreprise qui le violerait doit engager sa responsabilité au cas où envers des victimes qui prouveraient de dommages. C'est très juriste, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais faire un effort d'être moins juriste. Il y a une loi, la loi impose un comportement. Si tu ne te comportes pas de la sorte, tu commets une faute. Si moi je me plains d'avoir perdu un bien, d'avoir souffert, tombé malade, ou avoir un proche décédé de ta faute-là, je pourrais aller devant la justice, réclamer réparation, demander qu'on t'exige à réparer la faute que tu as commise. C'est ici l'intérêt du débat que je vais mener. C'est pourquoi je pensais utile de préciser ces quelques éléments. L'article que nous avons lu tous parle de tout intervenant œuvrant à l'une ou l'autre étape ou l'un ou l'autre niveau de la chaîne de possession des minéraux. Je vous renvoie encore à la vidéo qu'on a vue au début. Alors, on a l'extraction. Donc, quand on parle de la chaîne de possession des minéraux, on a l'extraction. Donc, au niveau de l'extraction, vous êtes obligé de respecter le guide de l'OCDE. Au niveau de l'échange, au niveau du traitement ou transformation des minéraux, vous devez observer une fois de plus. De même au niveau de commercialisation. Et là où ça devient intéressant, au niveau aussi de l'exportation de la région, c'est-à-dire la CIRGL. C'est là où j'ai soupçonné quelque part un élément d'extranéité, une portée extraterritoriale. Je vais m'expliquer. Autrement dit, le fait que cette mesure vient de la CIRGL, c'est 12 États. La RDC, comme l'Union européenne quelque part, exporte son droit vers les autres États. Donc, si lors de l'exportation, vous étiez au Rwanda, et le minerai, quand on fait la chaîne, ça vient du Congo, vous pourrez aussi être attrait en justice au Congo. Là, je parle de principe. C'est comme on voit en France avec l'affaire Total. Voilà. Il y a cette possibilité aussi. Mais l'autre observation à émettre, c'est la taille de l'entreprise. Et aussi la nature de l'exploitation. Elles sont inopérantes. Donc, peu importe que tu sois exploitant artisanal, exploitant industriel, vous êtes tous concernés par cette mesure-là. Mais il est prévu dans cet arrêté, je crois l'article 9, qu'on devrait prendre d'autres mesures supplémentaires pour tenir compte des réalités ou des tailles des entreprises. Mais par une circulaire, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé cette circulaire. C'est en cherchant d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'on a juste pris
un truc de la CIRGL et transposé en droit congolais sans le connaître. En effet, il y a une loi modèle au niveau de la CIRGL qui prévoit tout ça. Je suis presque, sans me vanter, l'un des rares juristes qui connaît que cet arrêté existe, malheureusement. Voilà le mimétisme, le copier-coller, là où il peut nous amener. Et on a parlé de droits humains. Quels sont ces droits humains? C'est des droits humains universellement reconnus. C'est-à-dire qu'il faut se référer à la Charte internationale des droits humains. C'est une manière simplifiée de faire référence aux pactes internationaux, à tous les 10 traités internationaux sur les droits humains. Mais aussi, on y ajouterait la charte les instruments régionaux, principalement la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la charte africaine du bien-être de l'enfant, de la jeunesse. Tous ces textes-là sont concernés. Et l'entreprise aujourd'hui, les petits exploitants se retrouvent aussi obligés de respecter toute cette panoplie de droits humains sans faire la différence entre droits humains de la première génération, droits humains de la seconde, troisième génération, parce que, je ne sais pas si c'est important de le dire, des droits sont catégorisés. Il y a des droits humains considérés civils et politiques, sont dites première génération, une catégorisation en tout cas très remise en cause, parce que c'est en lien avec la guerre froide, la concurrence, la guerre froide, c'était États-Unis, machin, j'ai oublié, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, et la deuxième catégorie, c'est le droit économique, socio-culturel. Troisième catégorie, le droit qui nous intéresse trop, le droit au développement, machin. Tout ça sont concernés. Wow. Et deuxième aspect qui nous intéresse, c'est ce soutien aux conflits armés. Et ce soutien peut être direct ou indirect. Direct, c'est-à-dire, c'est par exemple une entreprise s'approvisionne directement auprès d'un site où il y a violation des droits humains, ou auprès d'un site contrôlé par des groupes armés ou des forces armées étatiques qui exploiteraient de manière illégale ou leurs alliés, etc. Donc, tout ce soutien-là est concerné. C'est différent du financement du terrorisme. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que vous donnez de l'argent pour financer. C'est faire un effort que dans vos chaînes d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de minerais entachés de conflits. C'est ça l'idée. Et ça nous amène à ce troisième élément. Quel sera alors le contenu de ces fameux devoirs des diligents raisonnables que je viens de parler tout à l'heure? Alors, c'est très long, mais il y a un chemin. L'OCDE a essayé de simplifier. C'est en 5 étapes. Premièrement, et je vais beaucoup insister, les devoirs de diligence raisonnable est une politique de gestion des risques. C'est une stratégie de gouvernance d'entreprise, de gouvernance interne. Je reviendrai sur une affaire qui en cours pour expliquer l'intérêt de cette précision. Donc, premièrement, il faut commencer, on n'a pas ce truc-là. Donc, vous voyez, c'est au milieu 1. Tout intervenant qu'on a expliqué avant doit dans son système déjà adopter une stratégie ou une politique de gestion de ces risques. Alors, les risques là impactent les droits humains ou le conflit. C'est à ce niveau-là, au niveau de chaque entreprise, qu'il faut adopter des mesures de traçabilité, de transparence. Donc, c'est d'opter en fait d'un système de gestion solide qui tiendrait compte de ces risques. J'ai nommé ici les impacts qui contribueraient ou qui occasionneraient des violations des droits humains ou en soutien au conflit.
Mais les entreprises peuvent collaborer, les entreprises du même secteur peuvent aussi collaborer pour mettre en place un système de certification ou une politique de gestion des risques. Et c'est très en vogue en RDC. Il y en a plusieurs initiatives de la sorte. Mais après avoir géré au niveau interne, avoir ces systèmes, la deuxième étape, c'est identifier alors et évaluer les impacts négatifs. En troisième lieu, c'est prendre déjà des mesures pour faire cesser, atténuer ou prévenir ces impacts-là. En quatrième lieu, il faut contrôler ces mesures prises, contrôler l'application des mesures qu'on a adoptées. En cinquième lieu, il faut communiquer sur les mesures qu'on a adoptées pour gérer ces risques. Et en une sixième étape est en train d'émerger, c'est l'étape de la réparation. Si vous avez constaté qu'il y aurait eu des dommages dans vos chaînes, il faut réparer seul ou encore une fois de plus en coopération avec d'autres acteurs. Je sais que ce n'est pas simple à comprendre, mais l'idée que je veux vous retenir, que si vous avez aussi, parce qu'on n'a pas, il ne s'agit pas seulement d'entreprises, même un particulier pourrait se retrouver dans le cas que, dans la situation d'observer le devoir de diligence. Donc, il y a des étapes à observer. Il faut consulter des experts, des cas échéants. Je disais tantôt, au niveau de la RDC, il existe alors, on peut se fédérer pour organiser des systèmes communs de gestion de ces risques ou un programme de diligence commun. Et il y a déjà des programmes de traçabilité. On veut retracer le minerai, son site, tout, comment ces minéraux traversent les différentes étapes de la chaîne. Alors il existe des programmes ainsi au Congo. Alors il y a aussi la certification, donc on essaie un peu d'étiqueter le minerai ou le site, on dit tel site, c'est un bon site, tel minerai, voilà. Et l'initiative phare au niveau de la RDC, c'est l'initiative de la chaîne d'approvisionnement de l'étain. Voilà. Mais cette initiative, elle est décriée. Elle occasionnerait le blanchiment des minerais de conflit. Et avant de commencer notre conférence, je suis tombé sur cette information. La RDC a acquise pour d'utiliser des minerais provenant des mines congolaises exploitées légalement. Et on met en exergue le Rwanda, mais Apple s'est défendu. Qu'est-ce qu'Apple nous dit? Non, en fait, moi aussi, je m'appuie sur la fameuse initiative, votre initiative phare, je m'appuie sur ça, donc je exerce un devoir de diligence. Et voilà, donc j'ai fait même signer de code de conduite. Donc on aura dans le prochain jour un excellent procès, si ça va arriver jusqu'au tribunal, parce qu'on est encore à la phase de mise en demeure. C'est au niveau de la France. Et cela nous amène à conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de portée de responsabilité? Premièrement, quand on lit le fameux arrêté, en le combinant avec les codes miniers, on peut ressortir des sanctions pénales. Très faibles d'ailleurs, c'est 7 à 1 mois de servitude pénale. Ou d'une amende qui ne dépasse pas $10 000 pour l'exploitation minière, pour des minerais produits de l'exploitation artisanale, et pas plus de... pas plus de 1000 euros, pour 1000 $ plutôt, pour le produit d'exploitation artisanale, et pas plus de 10 000 pour des minerais de l'exploitation industrielle. Voilà. Entre engager plusieurs avocats, plusieurs cabinets pour faire un programme de diligence et payer ça,
je crains fort que le choix est clair. Mais pour la responsabilité civile, parce que là, au moins, ça peut aller au-delà, c'est des dommages et intérêts. Mais tenez bien, si on engagera un procès en responsabilité civile, ce n'est pas un procès de crimes de guerre. Ce n'est pas un procès de génocide ou un procès de crimes contre l'humanité. C'est un procès contre un système de gestion. Vous voyez, le premier problème qui se pose, la preuve. Donc, c'est de démontrer que telle entreprise, soit n'a pas exercé n'a pas un programme de diligence, soit de démontrer, de fustiger la qualité de son programme de diligence. Et après, il faut démontrer un dommage. Par exemple, la réalisation du risque, voilà, les femmes ont été violées dans un site, dans un site minier où il y a des travaux forcés, tout ça, voilà. Mais après, le lien, c'est là où ça devient encore délicat. Mais moi, je veux vous dire que c'est simple, c'est juste de démontrer qu'il n'a pas tenu un programme de diligence. Il n'a pas, c'est ça, cette violation, voilà. Et des risques sont commis, et lui, il a profité de ces minéraux. C'est très délicat. Malheureusement, ça pose des problèmes d'accès à la justice. J'ai cité la preuve. J'ai cité toute cette technicité qui est autour de ces... parce que c'est un procès de type nouveau. Donc, ce n'est pas ce procès auquel on est habitué. Nous avons vu en France qu'il y a encore des tâtonnements au sujet de plans de vigilance, tout ça, comment engager la responsabilité d'une entreprise. Et nous, les juristes du droit de la société, on dit non, personne morale. Comment moi, société telle, je vais aller m'engager pour des histoires passées au Congo. Vous voyez, c'est le fond du raisonnement de l'Apple. Je dis non, en fait, moi, je fais signer de code de conduite quand on signe de contrat. Et ils me disent qu'ils se réfèrent à un programme. Donc il y a ce dépassement de la théorie de la personne morale qui est en jeu. Parce que moi, je suis société telle, je suis caractérisé par le principe de spécialité, donc j'ai mes activités, je ne sais pas commencer à aller... Moi, je suis transporteur de minéraux, mais en quoi ça me concerne aller suivre si dans le puits, on n'a pas violé des femmes, on n'a pas engagé des enfants. Donc c'est le monde nouveau qui est en train de basculer, mais je vous assure, on n'a pas de repères. C'est pourquoi peut-être moi aussi je tâtonne un peu, parce qu'il n'y a pas encore de procès. Et je m'adresse particulièrement aux collègues, en fait, aux confrères avocats, aux militants de la société civile, d'utiliser aussi ce genre d'outils. Et c'est une stratégie, moi je parle ça en anglais, je ne suis pas bon en anglais, mais on dit bottom-up, c'est ça? Bottom-up. Voilà, donc il ne faut pas attendre tout le temps que les solutions viennent de l'Union européenne, des Nations Unies. Si par exemple une entreprise est entrée en justice au Congo, est condamné pour violation de son devoir de diligence, ça casse la chaîne, ça fragilise la chaîne. Autrement dit, Apple ne va pas dire que non, dans ma chaîne on respecte, on va dire tiens, mais quand même, il y a une entreprise au Congo, ton fournisseur est condamné au Congo pour violation des droits humains. C'est ça que moi je suggère. Je ne suis pas contre la stratégie du gouvernement d'aller en France, ce qui pourrait paraître aussi, comment un gouvernement va accuser des entreprises en France. Donc, voilà, c'est cela. Ça paraît en tout cas très difficile. C'est pourquoi je vais vous quitter avec ces quelques mots de Nelson Mandela. Et je vous dis merci pour votre aimable attention.